Après Zone, je vais citer quelques-uns de vos livres, parce que c'est vrai que vous avez déjà une bibliographie bien fournie, mais je vais en citer trois qui me paraissent totalement emblématiques. Donc, Zone parle lors de batailles de rois et d'éléphants, ou encore Rue des voleurs, qui ont tous été bardés de prix littéraires, et qui ont été lestés d'un succès notoire en librairie. Mathias Hénard, vous nous invitez à partager une nuit blanche, en compagnie de Franz Ritter, musicologue viennois, insomniaque, musicien sans grandes ambitions, légèrement paresseux, mais néanmoins grand érudit, spécialiste de la musique orientale, qui se voit confronté à la maladie et à une forme inguérissable de mal d'amour. Fuyant son morne présent et un futur dont il entrevoit la noirceur, Franz, patraque et solitaire, remonte le fil de son passé, obstinément, un peu comme la flèche de sa boussole qui indique l'Est, et seulement l'Est, qui est d'ailleurs une copie de celle que possédait Beethoven. Ces confidences, d'une tenue intellectuelle hors du commun, savante et souvent drôle, aideront le lecteur à gravir les échelles du Levant, parfois dans des brumes opiacées. Avec Boussole, grand roman d'amour dédié à Sarah, savante, aventurière, très belle femme, mais aussi un roman-monde d'une culture en partage dont vous consolidez dans un style flamboyant et une érudition galvanisante la passerelle construite patiemment entre l'Orient et l'Occident, construite de mots, de livres, de notes de musique, mais aussi de rêves avortés, de caresses, hélas sans lendemain, de guerres malheureuses et de folles espoirs. Tout ce qui dessine, en somme, les contours de l'Orient véritable et fantasmé, l'orientalisme et ses métamorphoses. Si seulement nos journalistes voulaient bien s'intéresser à autre chose qu'à la douleur et la mort. Ces mots sont de Franz Ritter à 5h30 du matin. Est-ce un tel cri du cœur qui est à la source de ce roman? Bonjour. Oui, sans doute. C'est vrai que parfois, alors c'est pas du tout la faute des journalistes évidemment, mais il y a un côté tout à fait désespérant dans l'actualité, surtout quand, comme moi, on se sent très proche parce qu'on y a vécu, parce qu'on a des amis du Moyen-Orient et notamment de la Syrie qui est aujourd'hui en flammes. Et peut-être parce que ces flammes me touchent de trop près, j'ai cherché un peu à m'évader dans d'autres continents, sans les oublier, hein, les flammes sont toujours là. Mais oui, peut-être justement que, parce que les journalistes s'occupent déjà de la douleur et de la mort, l'écrivain peut peut-être essayer de construire autre chose, un roman qui soit... alors évidemment, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de remède contre, malheureusement, en littérature, directement contre la violence, en tout cas pas immédiatement, mais en tout cas d'essayer de construire justement un roman qui essaye de voir les choses un peu différemment, au lieu de s'intéresser, enfin plutôt de buter contre les frontières qu'il peut y avoir entre nord-sud, est-ouest, eux, nous, les interroger, essayer de s'y engouffrer, essayer de voir comment est-ce qu'elles se sont déplacées au fil du temps, comment est-ce qu'on a traversé cette porte de l'Orient, comment est-ce que toutes ces images qu'on peut avoir des contrées au-delà du Bosphore, elles sont finalement des constructions communes, comment il y a eu énormément d'allers-retours, et puis, comme le dit Franz Ritter, dont vous venez de parler, mon musicologue viennois, essayer un peu de chausser les lunettes de l'espoir, quoi. Néanmoins, avant l'espoir, il y a une certaine forme de désespérance, puisque nous entrons dans le roman par La chouette aveugle de l'écrivain iranien Sadegh Hedayat. Ceux qui l'ont lu s'en souviennent toute leur vie, d'une manière générale. Poète suicidé en France et enterré au cimetière de Montmartre. Non, Père-Lachaise. Ah, une chouette. C'est le bon, la brute et le truand. Ça, j'ai mis ça au point avec un... C'est marrant parce que je cite dans le livre.
Alors en quoi ce chef-d'œuvre, cette fêlure, comme vous l'appelez, cet entremonde, qui est un autre qualificatif que vous employez, est-il essentiel pour vous? Comment en fait ce livre est devenu peut-être l'un des déclics, l'une des entrées du roman? Alors, essentiel, disons que ce qui m'a vraiment passionné et intéressé, c'est de voir... en fait, le livre donc, se passe à Vienne. Finalement, l'ensemble du roman se passe dans la chambre de Franz Ritter, où il va passer sa nuit d'insomnie. Alors évidemment, parce que c'est un espace clos, ça permet justement d'en sortir. Et une des questions qui intéresse Sarah, l'autre personnage du livre, dont Franz est amoureux et dont le roman constitue un peu un portrait en creux, se pose cette question. Elle voit Vienne comme la porte de l'Orient. Ça, c'est moi que ça m'a beaucoup intéressé, de savoir qu'est-ce que c'était que cette porte de l'Orient. C'est une expression qui date du début du siècle, qui est attribuée à Hugo von Hofmannsthal, qui appelle Vienne la porte de l'Orient. Et je me suis dit, mais si c'est une porte, sur quoi est-ce qu'elle ouvre? Si Vienne est vraiment la porte de l'Orient, d'abord, ou si elle l'a été à un moment, sur quoi est-ce qu'elle ouvre? Et surtout, est-ce qu'on peut la franchir dans les deux sens? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit, voilà, quand on ouvre la porte de l'Orient? Et c'est un peu ce questionnement-là qui a déclenché le long voyage du livre. Parce que finalement, Boussole, donc c'est cet enfermement sans lettres. Qu'est-ce qu'il fait Franz Ritter quand il dort pas? Il fait exactement comme nous. Il essaie de s'endormir d'abord, et puis il y renonce. Et il voit ce qu'il y a d'abord dans sa chambre. Alors il prend un livre dans sa bibliothèque, ça l'amène quelque part. Il voit une photo sur sa table de nuit, une gravure qu'il a sur son mur. Et puis il se déplace, il va dans sa cuisine, il allume son ordinateur, il lit, il regarde. Et tout ça va dessiner un voyage multiple dans le temps d'abord, parce qu'il va revenir sur son amour et sa passion pour cette femme, Sarah, et ses voyages entre Istanbul, Damas, Téhéran, et donc tracer comme ça une ligne qui part de Vienne et qui s'en va toujours de plus en plus vers l'Est. Voilà. Alors c'est un voyage à la rencontre des lieux, Istanbul, Damas, Téhéran, Alep, et j'en passe, mais c'est aussi une galerie de personnages absolument incroyables, haut en couleur, des personnages troubles aussi, puisque l'Orient a été un territoire d'exercice de nombreux aventuriers qui sont pour bon nombre d'entre eux de parfaits inconnus pour le commun des mortels, dont je suis l'un des fiers représentants. Par quoi sont-ils mus, ces personnages? Quelle est, selon vous, la nature du tropisme vers cet ailleurs? Justement, moi, ce qui m'a intéressé, c'est la diversité de tous ces personnages. C'est-à-dire que, finalement, non seulement leurs motivations sont toutes différentes, mais en plus, l'Orient vers lequel ils tendent, ou ce qu'ils y voient, en tout cas, est à chaque fois différent. Et, par exemple, je vais prendre... alors, il y en a quelques-uns. Bilger, notamment, l'archéologue. Voilà, ça c'est un archéologue. L'archéologie, par exemple, a été, bien sûr, une des façons, des relations les plus troubles, sans doute, de l'Europe vers les pays du Levant. Jusqu'au début du XXe siècle, non, jusqu'au milieu du XXe siècle, c'était presque une forme de pillage, l'archéologie, il ne faut pas se leurrer. C'était tout simplement de grands savants, c'est sûr, mais qui avaient quand même le souci de ramener des objets, du savoir vers leur territoire d'origine. Quand ils n'étaient même pas espions, par exemple, tout simplement, comme pendant la Première Guerre mondiale, on a vu énormément d'archéologues devenir des agents secrets très célèbres, comme par exemple Laurence, dit d'Arabie. Il y en a aussi beaucoup d'autres. Donc il y a toujours un espèce de rapport comme ça assez ambivalent finalement. C'est-à-dire que c'est à la fois une recherche de savoir ou de liberté ou une quête mystique, mais aussi un effort de domination.
Et ça a été toute l'ambivalence de ce qu'on peut appeler l'orientalisme, qui est à la fois quelque chose de très fécond, parce que ça met en circulation des textes, des images, on ramène des traductions, on apporte une connaissance réelle de l'autre, mais en même temps, ça s'accompagne d'une volonté de domination qui suit en fait l'effort colonial, tout simplement, de l'Europe sur cette partie du monde. Et les personnages que je cite sont souvent traversés par cela. Mais par ce travail sur l'Orient qui donne lieu à des œuvres, des romans fameux, on pense au Divan de Goethe notamment, à l'œuvre de Hugo von Hofmannsthal, qui est une œuvre assez méconnue en France. Donc vous semblez quand même avoir une sorte d'admiration pour ces orientalistes, en tout cas pour les intellectuels qui s'emparent de cette matière et l'importent, créent aussi un miroir dans lequel les orientaux, je les appelais comme ça, mais je pense que le terme n'est pas juste, vont eux-mêmes se construire, puis vous les taquinez aussi un petit peu. Mais est-ce que vous êtes dans une forme moderne, rénovée, vous parlez persan, vous êtes arabisant, l'un de ces orientalistes? Alors évidemment, ma génération n'est plus orientaliste au sens propre du terme. Qu'est-ce qui faisait l'orientalisme sur le plan scientifique? C'était en fait des gens qui étaient à la fois des spécialistes de littérature, qui pouvaient devenir historiens, certains archéologues. Finalement, la séparation des disciplines n'existait pas vraiment en Orient. Le sujet, c'était l'Orient. Généralement, c'était des gens qui savaient 2-3 langues orientales. La Sainte Trinité, c'était l'arabe, le persan et l'ottoman. Et donc, qui envisageaient ces régions-là comme un objet en soi. Bien sûr, aujourd'hui, c'est plus le cas. Tout ça a été séparé. Nous avons d'abord des historiens qui ensuite se spécialisent sur telle région ou telle partie du globe, des spécialistes de littérature comme moi qui ensuite s'intéressent à l'Iran ou à la Syrie. Donc l'orientalisme en tant que tel, il n'existe plus. Néanmoins, finalement, ma génération, nous sommes un peu les héritiers évidemment de ce courant. Et par exemple, là où j'ai appris, moi, l'arabe et le persan, ça s'appelle encore l'Institut national des langues et civilisations orientales, avec tout ce que ça peut comporter de flou, puisqu'on y enseigne aussi bien le tagalog des Philippines que les langues africaines. Tout ça, ce sont des langues orientales. Et bien sûr, il y a un vrai questionnement, c'est-à-dire que depuis les années 70, notamment les travaux d'Edouard Saïd, on s'est interrogé sur comment ce savoir avait-il été acquis. Comment est-ce que, finalement, qu'est-ce que ce savoir mettait en jeu? Qu'est-ce que c'était que cette entreprise de connaissance de l'autre? Comment elle s'organisait? Comment elle se fabriquait? C'est toute la question du livre Orientalisme d'Edouard Saïd, qui publie au milieu des années 70. Et donc depuis, bien sûr, on a du recul sur ces disciplines, ce qui permet justement de faire des romans, de plus s'intéresser tellement, ou du moins d'une autre façon, à ces histoires. Alors je le disais tout à l'heure, je l'ai vécu, ce livre, comme un grand roman d'amour. Est-ce que c'est la dimension première que vous avez voulu donner à ce livre, tout en le nourrissant de tous ces paysages, de toute cette culture, ou est-ce que cette dimension est née de l'écriture du livre? Non, au contraire, au début c'était vraiment, et ça allait rester d'ailleurs, c'est une histoire d'amour. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment un roman d'amour classique, Tristan et Iseult, des romans classiques orientaux, Vicéramine, Leila et Majnoun, l'amour empêché. Voilà. L'amour courtois, l'amour qui passe justement aussi par les mots, par le savoir, par la poésie, comment est-ce qu'on parle d'amour. Voilà, c'était ça moi qui m'intéressait. Et donc et aussi un portrait en creux, c'est-à-dire essayer de parler de quelqu'un, finalement le vrai personnage
principale, c'est Sarah, même si on la voit que à travers évidemment les yeux du narrateur. Et on a très peu sa version de l'histoire. On l'a quand même un peu, puisqu'on a des lettres et finalement le temps, enfin je ne vais pas vous raconter la fin du livre, mais rattrape un peu Franz dans sa nuit d'insomnie. Et pour moi, l'intérêt du livre, il est plutôt, lui bien sûr, il est important, parce que c'est à travers ses yeux qu'on voit, mais celle qui m'intéresse dès le départ, c'est elle. Le portrait d'une femme savante, d'une femme libre, une femme puissante, une femme qui a un vrai itinéraire à la fois scientifique et spirituel, qui cherche quelque chose, qui traverse des drames et qui essaye d'aller jusqu'au bout d'elle-même. Et puis qui est d'une fascinante beauté. En tout cas, si l'on en croit les paroles de Franz. Voilà, exactement. Ouais. Voilà. Alors, vous avez partiellement répondu à cette question, mais j'ai quand même envie de vous la poser, et je pense que vous pourrez y répondre en quelques mots ou en plusieurs heures. En définitive, l'Orient existe-t-il? Vous avez faim? Alors, bien sûr, l'Orient existe, il existe de deux façons. D'abord, il y a effectivement un levant, c'est-à-dire toujours une direction marquée par le soleil qui se lève, cet endroit d'où vient la lumière, où qu'on se trouve. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette phrase de Pessoa, un peu ironique, qui dit « Il y a toujours un Orient à l'Orient de l'Orient ». Et puis, il existe d'abord aussi dans l'image qu'on en a. C'est-à-dire, c'est un ensemble de fictions, de récits, d'images, qui passent par les bains turcs d'Ingres, les odalisques, qui traversent les images des Mille et une nuits, Simbad le marin, Bizet. Et puis Carmen. Bizet, alors Carmen, alors là on est dans et qui est justement très divers, c'est-à-dire que l'Orient n'est pas le même partout. Il y a un Orient français qui est justement beaucoup plus lascif, lié au désir, à la violence aussi, alors que l'Orient des Allemands est beaucoup plus mystique. C'est pour les romantiques allemands, l'Orient c'est l'absolu, c'est la quête de l'absolu. Et pour les Espagnols, ça va être effectivement l'Andalousie musulmane, retrouver cette partie de soi disparue, qui a été la splendeur de l'Andalousie musulmane, par exemple. Ça, c'est l'orientalisme espagnol. Donc, en fait, chacun construit son Orient. Mais les Libanais, les Syriens, les Turcs, les Égyptiens, les Libyens, les Tunisiens, les Algériens, tout le monde aussi a son Orient, sa propre image de ce que peut être cette idée qu'on accole à soi, de la même façon qu'il y a des images de ce que peut être l'Occident ou l'Europe. Donc, c'est une fiction collective, différente selon les époques et les lieux, et qui constitue une réserve d'imaginaire dans laquelle on puise, j'allais dire, à foison et à loisir. Je raconte par exemple cette anecdote. Très certainement, Marcel Proust n'aurait pas écrit La Recherche du temps perdu de la même façon s'il n'avait pas lu Les Mille et une nuits. C'est sans doute un de ses modèles. Et Dominique Julien montre très bien qu'il a sans doute deux modèles, Les Mille et une nuits d'un côté, et de l'autre, Les Mémoires de Saint-Simon. Et ces deux horizons complètement différents, presque opposés, donnent les Mille et une nuits. Donc il y a quelque chose de très fécond aussi dans cet imaginaire. On ne peut pas l'écarter comme étant immédiatement, comme étant en dehors du réel. Ça fabrique aussi d'autres œuvres, ça fait voyager, ça fait rêver. Après, évidemment, reste la rencontre avec l'autre, le vrai, la réalité des endroits où on va. Mais l'Orient, c'est avant tout un imaginaire qui est le produit de toutes ces constructions communes depuis des siècles. Merci beaucoup, Mathias Sénard. Donc, je vous invite à dérégler vous-même votre boussole, de la tourner, cette aiguille qui indique habituellement le nord vers l'est, et surtout de vous laisser envahir par toutes ces images merveilleuses qui, je n'en doute pas, vous conduiront jusqu'au bout de la nuit. Merci beaucoup. Merci.